France Maghreb 2. Au sommaire de ce grand forum pour ce jeudi 4 octobre, la question du jour en quittant le ministère de l'Intérieur, Gérard Collomb a déclaré « Aujourd'hui, on vit côte à côte. Je crains que demain, on vive face à face. » Partagez-vous les craintes de l'ex-ministre de l'Intérieur. Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter LGF officiel. Affaire Adama Traoré, une nouvelle expertise est tombée. Nassim Lachlache en fera un avis tranché. La preuve par 4. Lutte contre la radicalisation et lutte contre les musulmans, des chiffres accablants. Étude Sciences Po, avis tranché de Yasser Louati à suivre. C'est parti pour le LGF en nous appelant et participant au 01 40 33 9000. Et ils sont là, bien entendu, comme tous les jours sur France Maghreb 2 pour le LGF. On va commencer par Madame Maître Rigui, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Christophe. Avocate de métier, à ce qui paraît. C'est même sûr. Ah, c'est certain même. Hein, mais elle est où la robe? Ça veut dire quoi? Elle est où ça la robe? Je ne la mets pas en dehors des Ah potards. d'accord. Bienvenue Maître. Yasser Louati est également avec nous. On le salue. Salut Yasser. Voilà, il est parti discuter avec son invité. Voilà, il est dans le coin, c'est ça. Yasser Louati et Nassim Lachlache aussi qui sera de la partie avec nous. Donc une belle équipe qui va être à la manœuvre jusqu'à 18h comme chaque jour sur France Maghreb 2. Ma chère Anissa, sois la bienvenue. Merci Christophe, merci. Pas d'avis tranché pour toi, hein? Écoute, j'ai pas eu le temps. Je suis Voilà. désolée, j'ai vraiment pas eu le temps. Il y a eu pas mal de choses qui se sont bousculées. J'ai pas pu dégager suffisamment de temps pour faire quelque chose de sérieux. Et ben ça te laissera S'entend. le temps, peut-être en tout cas, de critiquer ou Tout à fait. d'observer, d'écouter les avis tranchés qui vont nous être proposés par ces messieurs. Voilà, Tout à fait. tu as le bon rôle, voilà, aujourd'hui. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, c'était à la une de l'actualité. Nous sommes aujourd'hui le 4 octobre. C'était à la une du 4 octobre en 1582, introduction du calendrier grégorien. En 1824, proclamation de la République du Mexique. 1830, indépendance de la Belgique. 1883, premier voyage de l'Orient Express. 1945, un 4 octobre, création de la sécurité sociale en France. En 1958, et on en parle beaucoup, c'est les 60 ans effectivement de la promulgation de la Constitution de la 5e République qui a été adoptée par référendum le 28 septembre de la même année. En 1980, les représentants de 38 pays islamiques demandent aux Nations Unies le retrait des forces soviétiques d'Afghanistan. C'était un 4 octobre 1961, la 4L prête à succéder à la 4 chevaux. Après le succès de la 4 chevaux, Renault fait face à la concurrence féroce de la 2 chevaux de Citroën et se doit de réagir. La régie présente alors un modèle citadin et populaire initié dès 1956 par Pierre Dreyfus, alors président d'entreprise, abandonnant la propulsion au profit de la traction. La 4L, renommée ensuite Renault 4, est également robuste et s'affirme même dans le domaine sportif. Produite pendant 30 ans, elle sera la voiture française la plus vendue de tous les temps avec 8 millions d'exemplaires. Un 4 octobre 1961, la 4L prête à succéder à la 4 chevaux. Anniversaire de célébrité, aujourd'hui c'est Anastasia dans 50 nuances degrés, l'actrice Dakota Johnson a 29 ans, 72 ans pour Suzanne Sarandon, le politique du jour Najat Vallaud-Belkacem, elle a 41 ans, petit clin d'œil à Snoopy qui a vu le jour il y a 68 ans et enfin pour être complet, bon anniversaire à un grand nom de la chanson française. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous avec Maître Anissa Rigui qui est avec nous aujourd'hui, Monsieur Yasser Louati qui a encore pas dit bonjour, il se concentre. Bonjour Yasser Louati, pardon de vous déranger monsieur. Excusez-moi, bonjour Christophe, bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Faut expliquer en fait que notre ami Yasser Louati est quelqu'un de très assidu et qu'il prépare avec beaucoup de sérieux sa chronique, son avis tranché tout à l'heure à 17h30. N'est-ce pas Anissa? Tu confirmes, il est très sérieux Yasser. Beaucoup plus sérieux que moi en tout cas. Oui, bah oui, la preuve t'en as pas. Exactement. Et plus qu'un certain Christophe qui met la radio à fond pendant que je prépare ma chronique. Bah, Mais on bon, est un peu dans une radio Yasser. c'est le Oh. comble, hein. Yasser vient à la radio, il ne veut pas entendre la radio, faut dire. C'est incroyable, incroyable. Nassim Lachlache que nous attendons toujours, voilà, qui va lui nous proposer une chronique sur la nouvelle expertise tombée concernant l'affaire Adama Traoré. On y reviendra bien sûr et avec vous on en discutera. Pour l'heure c'est la question du jour qui est la suivante. En quittant le ministère hier, ministère de l'Intérieur, Gérard Collomb a déclaré, et c'est une phrase qui mérite quand même qu'on s'y attarde un peu, aujourd'hui on vit côte à côte, je crains que demain on vive face à face. Est-ce que vous partagez les craintes de Gérard Collomb? C'est la question que l'on vous pose à la question vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. 67% de gens ont répondu oui.
qu'il partageait les craintes de Gérard Collomb. En fait, Anissa, Yasser, auditrice auditeur, vous pouvez d'ailleurs nous appeler au 01 40 33 9000. Est-ce qu'il n'est pas en train de nous dire, Gérard Collomb, ça risque de péter, on est au bord d'une guerre civile dans ce pays? C'est un peu ce que j'ai compris moi. Il est d'abord, pour commencer, il est pas le premier à le dire. Il y avait déjà le patron du renseignement qui l'avait dit il y a 2 ans déjà, disant que l'ultra-droite se préparait à une confrontation directe avec ceux qu'on appelle les musulmans. Les perquisitions qui ont été faites dans les rangs de l'extrême droite, vous vous souvenez du groupe volontaire pour la France, etc. Armée équipement militaire, etc. Mais il est quand même le premier flic de France et une institution qui vote à combien déjà 52% Front National. Donc il sait très bien ce qui se passe dans les rangs de la police. Il connaît le poids des syndicats d'extrême droite, et quand une institution a le monopole de la violence légitime et qu'en plus elle a une impunité totale, Monsieur Collomb, c'est de quoi il parle. Enfin, je dis monsieur. Ouais. Pour regarder les formes. C'est intéressant quand même de voir que lui, il parle justement à la suite de cette phrase en disant il a été dans tous les quartiers. C'est bien normal, hein, en tant que premier flic de France. Il dit la situation est déplorable, catastrophique, et c'est à ce moment-là qu'il sort cette phrase. Aujourd'hui, nous vivons côte à côte. Je crains que demain nous vivions face à face. Mais il y a contribué non plus. Veut dire, on connaît le climat anxiogène qu'il a alimenté, la violence avec laquelle il a exercé son mandat. Donc il peut pas non plus venir se positionner comme un père la morale, la République, etc. Non, il a contribué au dogme sécuritaire qui s'est emparé des institutions françaises. Il a contribué à l'instauration permanente de l'état d'urgence. Il a contribué à couvrir les crimes policiers qui se sont déroulés sous son mandat. Oui, ce qui m'énerve avec les politiciens, c'est que c'est une fois qu'ils quittent leur fonction qui parlent et qu'ils ont le courage de dénoncer ce qui se passe. Ouais. Anissa, comment tu interpelles cette phrase du général Oula. Oui, il est mort, lui, le général. Il est mort, oui. Il y a longtemps. Mais je pense qu'il devait tenir à peu près le même discours. Non, je sais pas trop. J'ai toujours du mal avec les visions pessimistes comme ça de l'avenir. Je sais pas, je sais pas ce qui peut advenir. Je suis pas certaine moi du choc de la guerre civile imminente en France. Cette théorie-là, on l'a soulevée il y a quelque temps. Elle fait écho à une forme de guerre de civilisation qui s'installerait d'abord dans les contrées lointaines et sur les territoires républicains. Je suis pas certaine de ça. Quand même, Anissa, pardon. Oui. Mais il y a de plus en plus de groupes identitaires. D'ailleurs, Gérard Collomb, la ville où il sera de nouveau maire, abrite les plus grands identitaires de France. C'est à Lyon, faut le dire. Vous avez il n'y a pas qu'à Lyon aussi, non mais la plupart des groupes identitaires très connus proviennent de Lyon. Alors quand il dit cette phrase, même s'il l'a dit et il la prononce effectivement en quittant le poste de ministre de l'Intérieur, elle a quand même un sens en disant moi je suis le premier flic de France, je vous dis que là si on continue comme ça, on va tout droit vers une guerre civile. Est-ce que c'est pas un effet d'annonce pour masquer d'autres raisons qui pourraient expliquer aussi son départ? Je veux pas me lancer dans la théorie du complot ou quoi, mais c'est quand même curieux que Gérard Collomb décide de quitter quand même un ministère d'importance. Hein. C'est pas, on parle du ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il a pas besoin de lancer une patate chaude pour masquer entre guillemets d'autres raisons qui expliqueraient son départ? Oui, en tout cas votre avis nous intéresse. Vous êtes quand même 67% sur Facebook à penser et à partager, j'ai envie de dire, les craintes de Gérard Collomb qu'il a prononcé donc hier lors d'une passation de pouvoir. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir les images, Anissa. Elles sont terribles. Alors là, pour moi, glacial. ça va rester, je pense, l'image de ce quinquennat Macron. Laquelle? Quand Gérard Collomb regarde le photographe plus que le Premier ministre qui lui serre la main, je la trouve terrible cette image. On sent une froideur, une distance, Yasser, partage. Je partage, ouais. La froideur de ces. Alors c'est une situation un petit peu inédite quand même. Le Premier ministre qui remplace par intérim Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, un ministre qui présente une première fois une démission qui est première fois refusée, deuxième fois acceptée en pleine nuit par l'Élysée. On sent quand même la panique au sein du pouvoir quand même là. Ça démontre c'est un pouvoir superficiel mené par un homme superficiel. Encore une fois, Emmanuel Macron n'a aucun ancrage institutionnel. Ouais, tout à fait. Pas de staff, pas de doctrine, pas de famille politique. Le truc a été créé presque ad hoc au moment de... Et je me souviens avoir dit ça à la BBC. Je me dis que Emmanuel Macron
pour justement s'octroyer un mouvement politique, va manger à tous les râteliers et va va ratisser très large pour se constituer une majorité des personnes qui sont tombées du PS, etc. Et c'est exactement ce qui se passe, parce qu'il n'y avait pas en fait comment dire ça, les seuls qui étaient au cœur du mouvement, ce qu'on appelle la République en marche, n'étaient qu'une bande de courtisans qui ont vu l'opportunité se dresser devant eux et qui l'ont saisi. Mais il n'y avait pas, encore une fois, à quoi appartient Macron? De quoi est-il le nom? Exactement, de quoi est-il le nom? On ne sait pas. Enfin, et bon, économiquement parlant, il est ultra libéral. Il tourne en rond sur les questions identitaires. Il envoie, au casse-pipe Gérard Collomb, etc. Mais fondamentalement, c'est une personne. Et ça, c'est encore une fois, c'est ce que je disais dans un autre média étranger. Emmanuel Macron n'a pas de colonne vertébrale. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il se retrouve en fait à avoir un Premier ministre qui remplace par intérim le ministre de l'Intérieur. Généralement, les candidats, c'est pas ce qui manque. Ouais. Oui, alors nous dit-on, c'est pour vérifier tout ce qui est histoire de patrimoine, tu sais, les impôts, etc. Mais à mon avis, je pense comme que, on a vérifié ceux des ministres actuels qui... C'était pas... Non, mais est-ce qu'on le sentait venir? Gérard Collomb, la fracture qui s'est apparemment amplifiée depuis l'affaire Benalla. Est-ce qu'il paye l'affaire Benalla, Collomb? Bah, c'est justement, moi, c'est une question que je pose. C'est quand même curieux pour citer le blog politique, comment ça s'appelle, RAW, R-A-W, Raw Report, Report. Je crois, info, bon, je ne souviens plus. Il disait en fait que Gérard Collomb a été forcé de quitter l'intérieur parce que la police ne s'est pas sentie défendue durant l'affaire Benalla et qu'elle a eu sa peau. Ouais. C'est possible, hein. Ouais, c'est possible. C'est possible. En tout cas, vous êtes, il y a quelques commentaires sur Facebook par rapport à la question du jour, à savoir sur cette phrase donc de Gérard Collomb prononcée hier, donc lors de la passation de pouvoir, encore une fois très glaciale. Il y a Unber Ilia qui nous dit, il balance de manière à peine déguisée, embrassant du vent. Autre commentaire donc sur Facebook, bon débarras. Qu'il retourne à Lyon, et un auditeur aussi qui nous dit tiens, il retourne à Lyon, la ville de Bassem Breki. Vous connaissez Bassem Breki? Oui, voilà. Le youtubeur ou internaute qui est ultra vulgaire, etc. Voilà. Ouais, tout à fait. Bon, alors est-ce que Yasser, est-ce que tu partages les craintes quand même de Collomb ou pas du tout? Est-ce que tu penses qu'il a voulu marquer en prononçant cette phrase? Est-ce qu'elle est selon toi est-ce qu'elle relève du sérieux? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas? Alors pour commencer, Gérard Collomb n'a pas parlé au nom de tous les Français. Ouais. Donc il a parlé en tant qu'ancien ministre sur le départ de l'Intérieur. Donc des actes de violence, je pense qu'il va encore en avoir. Mais ce ne sera pas le fait de toute la population française qui va se retourner l'une contre l'autre, mais les prédicateurs ou les auto-entrepreneurs de la haine et de la guerre civile ont pignon sur rue. C'est ce qui pose problème, parce que ces personnes-là, elles sont peut-être à la marge de la population française, mais elles ont des relais inconsidérés et, comment dire ça, ils sont complètement disproportionnés. Quand on voit le poids de l'extrême droite sur les débats publics, c'est censé être l'extrême droite, on voit que la droite est devenue l'extrême droite et que l'extrême droite s'est encore plus radicalisée. Ouais. On voit qu'il y a convergence sur la question de l'islamophobie et que tous s'accordent sur l'invisibilisation de ceux qu'on appelle les musulmans. Donc maintenant, lorsqu'il parle de ça, ça ne veut pas dire que la France est profondément un pays raciste et que la guerre civile, de toute façon, elle est prédite depuis le 19e siècle. Par contre, ceux qui pourraient déclencher des violences ont pignon sur rue malheureusement et ont développé un sentiment d'impunité, aussi bien dans la violence verbale que dans la violence physique. Tu les classes d'un même côté, tu les classes pour ces gens qui ont pignon sur rue d'un même côté, c'est-à-dire que tu parles des identitaires uniquement ou tu parles aussi de plusieurs groupes? Me concernant, oui. L'islamophobie est le point de convergence de l'extrême droite à une frange non négligeable de l'extrême gauche. Ça veut dire tout le monde s'accorde pour taper sur ceux qu'on appelle les musulmans. Alors maintenant, les manières de s'exprimer diffèrent. Certains sont beaucoup plus ouverts comme l'extrême droite, ils sont beaucoup plus flagrants, d'autres sont beaucoup plus subtils. Donc là, certains vont dire oui, il y a l'ennemi intérieur, d'autres vont dire non, l'ennemi intérieur c'est l'islam radical. Mais pourtant, il n'y a aucune définition de ce qu'on appelle l'islam radical. Mais oui, par contre, quand on parle de la menace vis-à-vis de la cohésion nationale, pour moi, ils appartiennent tous au même groupe. Et je vais aller encore plus loin. Ils parlent le même langage que des groupes terroristes comme Al-Qaïda ou Daesh.
parce que Daesh, dans son papier de 2015, publié par WikiLeaks, reprenait un long papier de Al-Souri qui disait il fallait détruire la zone grise. En Occident, la zone grise, c'est la zone de cohabitation pacifique entre musulmans et non-musulmans en Europe et en Amérique du Nord. Alors je vous propose d'écouter Bruno Retailleau qui a été interrogé sur justement la phrase de Collomb. Écoutez. Et donc le départ de Gérard Collomb ne vous attriste pas spécialement ? Non, ça m'a stupéfié. Ce qui m'a stupéfié, ce que très peu ont relevé, c'est le discours quasiment apocalyptique qu'il a tenu, puisque il a dit à tous les Français, lui, le premier flic de France, sur le départ, il a dit voilà, en France, il y a un séparatisme. Il y a des quartiers, il y a des territoires qui sont sous la menace, sous la loi des narcotrafiquants et des islamistes. Aujourd'hui, les Français vivent côte à côte. Demain, ils pourraient vivre face à face. C'est ce qu'il a dit hier. Comme s'il annonçait une guerre civile. Ça veut dire que il faut rétablir l'autorité de l'État. J'ai des propositions moi à faire. Je pense qu'il faut reconquérir rue par rue, territoire par territoire. J'ai fait dans le cadre de Force républicaine un certain nombre de propositions pour concentrer sur des quartiers à reconquérir, des moyens policiers, judiciaires, y compris sociaux. Si on ne le fait pas, la République en réalité perdra et reculera. Nous avons déjà trop reculé. Vous pensez qu'il y a un risque de guerre civile ? Non, je vous cite les propos. Mais est-ce que vous pensez, comme Gérard Collomb, qu'il y a un risque de guerre civile ? Je pense, comme Gérard Collomb, que le séparatisme, le communautarisme est en train de gagner du terrain et que on voit bien d'ailleurs, certaines de vos consoeurs ont fait un livre sur Trappes. Il y a eu d'autres reportages, par exemple sur la Verrière. Donc il faut tirer la sonnette d'alarme. On a déversé des milliards, des subventions. On a voulu acheter la paix sociale. Résultat, on a fait prospérer le désordre et non pas la loi de la République. Eh bien, il faut avoir le courage. Et ce que je demande à Emmanuel Macron, je pense qu'il y a 2 urgences en France aujourd'hui. Voilà. Avec le ministre de l'Intérieur, il y a la reconquête de ces territoires et qu'on ne me parle pas de l'islam de France, parce que ce serait dangereux pour moi. Et l'autre urgence, c'est le chômage, c'est l'économie, c'est le déclassement et le décrochement de la France. Ce sont ces 2 points qui menacent la France aujourd'hui. Voilà, inquiétude de Bruno Retailleau ce matin chez nos confrères d'Europe 1. Nassim Lachlach, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Excusez-moi du retard. Oui. On parlait de Collomb et de cette phrase prononcée hier, donc à savoir nous vivons côte à côte, je crains que demain nous ne vivions face à face. Et ce que disait Retailleau d'ailleurs, et ce que disent aussi, enfin ce que pensent aussi certains, c'est que il est en train de nous annoncer une future guerre civile. En tout cas, c'est sa crainte. Est-ce que tu la partages, Nassim ? Bon, en tout cas, c'est l'un des moments de lucidité les plus forts du passage de Collomb au ministère de l'Intérieur, puisque c'est une réalité qui est déjà dénoncée, et il y a déjà énormément de personnes dans les réseaux que l'on connaît, militants, associatifs, politiques, qui tirent la sonnette d'alarme sur cette question-là, et du fait que montrer du doigt systématiquement le même ennemi, l'ennemi de l'intérieur, le musulman, pour pas dire son nom, hein, encore une fois. Après, j'ai entendu un petit peu la fin de l'intervention d'Yasser Louati, donc j'ai l'impression que c'est peut-être un peu redondant ce que je dis, je m'en excuse si c'est le cas, mais systématiquement montrer du doigt un ennemi de l'intérieur, c'est aussi faire monter des tensions. Et après, pour rebondir aussi sur ce qui a été dit, encore une fois, si c'est déjà redit, je m'excuse, mais la stratégie effectivement des groupes terroristes sur tout ce qui a été attentat en France, c'était justement d'atteindre cet objectif-là, à savoir d'opposer musulmans et non musulmans en France. Et on a l'impression qu'ils ont quand même plutôt bien réussi, ou qu'ils sont en train de bien réussir cet objectif-là. Et énormément de politiques. Manuel Valls, d'ailleurs, qui nous quitte enfin, bon débarras pour reprendre les propos du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale. Manuel Valls a été l'un des porte-étendards, justement, des architectes, comme dit Yasser Louati à ma droite, de cette question-là et de monter les uns contre les autres. Voilà, franchement, il s'en est fait une spécialité, et personne ne s'y est opposé, ni Hollande, qu'aujourd'hui on en a l'impression qu'Hollande n'est jamais passé à la présidence, et qu'aujourd'hui c'est Flamby qui est mignon, qui est gentil. On écoutera d'ailleurs dans le zapping, vous allez voir, il fait une proposition, elle est juste hallucinante. On aimerait qu'il passe. Donc voilà, donc pour moi, Collomb, c'est le moment de lucidité, et c'est quelque chose que je crains. Après, ce qui me fait encore plus peur dans les propos de Collomb, c'est que ce monsieur a été comme ministre de l'Intérieur, et que donc il a des éléments dont nous ne disposons pas, excusez-moi, et ce qui signifie qu'il a peut-être aussi
des raisons sérieuses de craindre cela. Donc voilà. on a des raisons sérieuses de partager la crainte. Vous me faites flipper quand même, messieurs, mais non mais vraiment, enfin. Mais c'est vrai. Attends, il y a un discours. C'est intéressant ce qu'il dit Nassib. Il était ministre de l'Intérieur, il a des infos, donc le mec il parle pas pour rien, je pense. Non mais ok, sauf que en effet, comme l'a dit tout à l'heure Yasser, c'était quand même lui qui était quand même un peu à la manœuvre pendant plus d'1 an et demi sur ces questions-là. Bon, alors, est-ce que finalement, c'est une question que je pose, on n'est pas là à refaire le match de justement du choc des civilisations, parce que là vous parlez de musulmans, de l'ennemi de l'intérieur, tout ça, mais moi j'entends un autre discours derrière tout ça, c'est la désertification de l'État providence dans les quartiers populaires, la montée justement d'une forme d'autosubsistance à travers par exemple le trafic de stupes, enfin des choses comme ça. C'est pas forcément, je ne sais pas, mais c'est pas forcément le musulman de France qui est visé. J'ai le sentiment dans ses propos qui dit en gros, l'État s'est montré défaillant, l'État a complètement abandonné ses quartiers populaires, ces zones urbaines à la périphérie des grandes villes, et c'est ça qui fait monter en effet peut-être les tensions dans ces quartiers-là. Enfin, je trouve que le côté alarmiste est peut-être un peu trop prononcé, qui fait le jeu justement des Zemmour et consorts, qui vient dire vous voyez, dans ces quartiers c'est compliqué, il y a des musulmans qui prônent la radicalisation, il y a des trafics de stupes des trafiquants de stupes qui se sont emparés justement je sais pas, j'ai le sentiment que si je peux réagir, Christophe. Oui, je t'en prie. Oui, moi c'était pas justement c'est pas dans le sens Zemmour, parce que Zemmour le responsable il est tout désigné pour Zemmour, c'est-à-dire c'est une partie de la population. Bon, en l'occurrence, il parle souvent des musulmans, etc. Mais on va oublier un peu le terme musulman. C'est une partie de la population qui se replierait sur elle-même, etc. et qui se couperait du reste de la société. C'est un peu ça les responsables. Moi, dans l'analyse que je porte, ça rejoint un petit peu ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a le côté social, mais on retrouve le même type de population qui sont laissés pour compte, c'est-à-dire tous les laissés pour compte, qui ont au final n'ont pas d'autre solution que de se débrouiller par eux-mêmes, les laissés pour compte qui effectivement, après on peut aborder la question des services publics, c'est une réalité, mais je pense vraiment pas que Collomb, quand il dit ça à ce moment-là, il a cette pensée aussi poussée et cette analyse aussi, cette grille de lecture comme celle que tu as dit. Je pense que malheureusement il a dit ça tellement avec un aplomb, quoi. C'était enfin voilà, en tout cas c'est vrai que ça pose question. Moi ça me pose question. Bon. Après je ne sais pas s'il faut être alarmiste ou non, parce qu'on a des gens qui, et on le sait pertinemment, je pense qu'on en est la preuve dans la diversité aujourd'hui des chroniqueurs qui s'expriment à la radio. On a des convictions différentes, on a des convictions politiques et religieuses peut-être aussi différentes, et pour autant je m'estime pas intégré ou désintégré ou non assimilé. Enfin je me pose pas ces questions-là au pays. Donc on sait que l'extrême majorité, l'immense majorité, sont à peu près comme nous, avec les difficultés qu'on partage tous, des difficultés sociales, économiques, etc. On va écouter Jamel, si vous permettez, qui souhaite réagir là-dessus avant la pause. Bonjour Jamel. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où, Jamel? J'appelle de Paris. De Paris. Alors Jamel, est-ce que vous craignez vous aussi les propos de Collomb ou pas? En fait, pour être tout à fait honnête, il a une position effectivement qui légitimerait, je dirais, un discours sensé, parce que bon, il avait quand même toutes les cartes en main pour voir un petit peu ce qui se passait. Moi, mon souci, il est pas là, c'est qu'aujourd'hui, il a l'impression on a l'impression de découvrir ce qu'il annonce. J'ai, moi, le sentiment que tout ça a été, entre guillemets, monté, c'est-à-dire que pendant plusieurs années, il y a eu des balises qui ont été posées, afin de se retrouver dans cette situation-là où on arrive, entre guillemets, à mettre deux catégories de population les unes face aux autres. Mon souci est le suivant. Il y a encore 20 ans de cela, quand on avait la possibilité de pouvoir penser que les extrêmes, notamment l'extrême droite, étaient en marge de la société et étaient considérés, entre guillemets, comme racistes, aujourd'hui, depuis quelques années, sa parole est devenue banalisée. C'est ce qui a fait, à mon avis, cette espèce de communautarisme qui a été mise en place, parce que pour moi c'est monté de toutes pièces. Les musulmans aujourd'hui sont pas plus nombreux ou plus à la marge qu'avant. Les musulmans ils sont là depuis très très longtemps, ils ont toujours existé, il y en a toujours eu dans les cités. C'est pas pour autant que le trafic n'existait pas, c'est pas pour autant que les musulmans étaient à la marge et faisaient du terrorisme. Le terrorisme a toujours existé. Maintenant le problème c'est qu'on colle une étiquette aux musulmans, comme quoi ce sont des musulmans et terroristes, ce sont des musulmans qui sont à la marge de la société, alors que
moi, je vais parler pour ma part personnelle. Hein. Je suis quelqu'un qui est intégré. Je suis né ici. J'ai fait mes études ici. Quand j'étais à l'école, quand j'étais au lycée, quand j'étais au collège, on faisait une différenciation. Enfin, du moins, la population faisait une différenciation entre les gens qui étaient nés entre guillemets au bled et les gens qui sont nés en France. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que à mon âge, maintenant 37 ans, quand je rencontre dans le cadre professionnel des gens, j'ai l'impression en fait tout de suite que on est aujourd'hui vu comme des musulmans et pas comme des enfants de la République. Ouais. Mon problème, il est là. Il est pas Jamel, il faut conclure parce que j'ai la pub. Qui ont été posées. Ouais. Ces balises, elles ont été faites pour, si je peux me permettre, mettre à la marge le communautarisme musulman. Et ce qui se passe, c'est un petit peu comme dans une ruche ou un hérisson. À force de le piquer, il va se recroqueviller sur lui-même. Et malheureusement, les seuls envers lesquels il arrive à avoir un dialogue et avoir des réponses, si vous voulez, c'est la population qui lui ressemble, à savoir l'autre musulman, qui va peut-être lui tendre la main. Merci Jamel, merci beaucoup pour votre avis. Désolé de pas pouvoir poursuivre, mais la pub nous rattrape. Et on est dans un instant de retour avec vos appels bien sûr au 01 40 33 9000 avec Nassim Lachlache et son avis tranché concernant l'affaire Adama Traoré. À tout de suite. Merci d'être avec nous, Anissa Rigui, elle est avec nous, maître Anissa Rigui, Yasser Louati et Nassim Lachlache sont avec nous aujourd'hui jusqu'à 18h avec vous pour intervenir. Un seul numéro de téléphone 01 40 33 9000 et notamment pour répondre à la question faisant référence à la phrase prononcée par Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur hier, à savoir qu'aujourd'hui nous vivons côte à côte. Je crains que demain nous ne vivions face à face. Est-ce que vous partagez les craintes donc de Gérard Collomb? Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. On entame notre deuxième sujet qui va être introduit par le premier avis tranché de l'après-midi. Il est signé Nassim Lachlache, jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si l'on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. En référence à la dernière expertise, mon cher Nassim, tu as décidé donc de faire un avis tranché sur l'affaire Adama Traoré. Voilà, donc avis tranché que j'ai appelé la preuve par 4, Adama était condamné. Enfin, 2 ans après la disparition d'Adama Traoré, nous touchons du doigt la vérité. Une énième expertise, la 4e en 2 ans, nous éclaire enfin. Quoi qu'il se serait passé, avec ou sans interpellation, Adama était condamné. La cause est simple. Alors qu'il marchait tranquillement le jour de son anniversaire, que la température extérieure dépassait les 86 degrés, Fahrenheit bien sûr, un météore est passé. En regardant le ciel, il a vu un éléphant rose. Puis un homme avec une flûte est passé devant lui et plein de râles suivait. Reprenant son chemin, un dinosaure apparut et lui fit la peur de sa vie. C'est ainsi qu'un jeune homme d'à peine 24 ans nous quitta et laissa derrière lui une famille et des proches inconsolables. C'est d'ailleurs pour se consoler que sa famille, Assa Traoré en tête, crie au scandale d'État. Car l'État aurait dû avouer la présence d'un météore, d'un flûtiste et d'un dinosaure ce soir du 19 juillet 2016 à Beaumont-sur-Oise. Nous pourrions en rire si tout cela était fictif. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de rire. Cette nouvelle expertise est une insulte à la famille et à tous ses soutiens. C'est une insulte à notre intelligence. C'est une insulte à la logique. C'est une insulte à la réalité et une insulte aux faits. Que ce gouvernement qui souhaite museler toute opposition en condamnant les fake news descende de sa tour d'ivoire et condamne cette expertise qui n'a ni queue ni tête et qui ne vise qu'à une seule chose, dédouaner les gendarmes responsables de la mort d'Adama. Il n'est pas nécessaire de rentrer dans le détail de l'expertise car, comme le rappelle le communiqué du comité Adama, il y a incohérence entre l'expertise en elle-même et la conclusion qui n'est clairement pas à la hauteur. Alors qu'initialement, il y a eu volonté réelle d'étouffer l'affaire en proposant une levée du corps rapide sans expertise, la partie médicale n'a été qu'une succession de mensonges grossiers. Drogue, alcool, infection, maladie cardiaque et aujourd'hui effort trop important qui aurait condamné le jeune homme avant même l'interpellation. Les expertises se succèdent et se contredisent. Toutes ont un objectif commun, ne pas parler du vrai sujet, les responsables. Ces derniers experts écartent des témoignages déterminants dans l'affaire, notamment celle de pompiers qui affirment qu'il a fallu attendre l'absence de pouls pour que les gendarmes acceptent d'ôter les menottes du jeune homme. Traduction, c'est lorsqu'ils l'ont tué qu'ils ont accepté de lui enlever ses chaînes. Autre oubli, le témoignage des gendarmes qui disent qu'Adama, je cite, a pris le poids de nos corps à tous les trois.
lors de l'interpellation et notamment du plaquage ventral. C'est au moins 210 kilos qu'Adama a senti, compressant ainsi sa cage thoracique. Mais pour les experts, circuler, il n'y a rien à voir. Si à tout cela, nous devions ajouter les mensonges de l'ancien procureur de Pontoise, Yves Janier, depuis muté, qui a affirmé qu'Adama était mort d'un malaise, nous avons tous les éléments pour considérer que c'est une affaire d'État. N'oublions pas que tout part d'un contrôle d'identité. Tout. Dans l'écrasante majorité des crimes policiers, cela part d'un contrôle d'identité au faciès, à savoir qui se repose sur l'apparence plutôt que sur le comportement d'un individu. Pratique, je le rappelle, abusive, inefficace et discriminatoire, donc illégale. Le cas d'Adama est aujourd'hui un symbole des violences, crimes et abus policiers. Mais ce n'est pas un cas isolé, malheureusement, loin de là. L'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, ou encore le collectif Urgence Notre Police Assassine, nous présentent des chiffres identiques qui font froid dans le dos. La police, c'est en moyenne 15 morts par an. 15 morts par an. 99% des personnes issues de l'immigration postcoloniale. 99% des personnes issues de quartiers populaires. Une phrase est souvent ressortie dans ce combat. Théo et Adama nous rappellent pourquoi Zied et Bouna couraient. Mais un autre cri de douleur me fait m'élever aujourd'hui. Sans justice, vous n'aurez jamais la paix. Merci Nassim Lach. Merci à vous. Pour cet avis tranché effectivement dans cette affaire qui n'en a pas fini. Je précise d'ailleurs et rappelle qu'il y aura une marche justement pour dénoncer cette injustice et cette expertise aussi le 13 octobre prochain au départ de la gare du Nord à 14h30, samedi 13 octobre, direction République. Yasser, petite réaction sur l'affaire Adama Traoré qui est une succession de mensonges qui apparaît dans cette affaire. Alors qu'on rappelle que les pompiers quand même ont dans cette affaire dit que on n'a pas voulu leur ouvrir les portes du commissariat pour lui porter secours ce soir-là, que les policiers, les gendarmes en l'occurrence, parce que ce sont des gendarmes à Beaumont-sur-Oise, ont tout fait pour retarder leur intervention en pompiers. Oui, et qu'ils ont poussé sa mère à envoyer son corps pour le faire enterrer dans son pays d'origine. Dans son pays d'origine. On se souvient aussi de différents mensonges des uns et des autres pour couvrir une version officielle qui ne repose que sur une idéologie qui tendrait à faire croire que l'État a toujours raison. Mais non, le comité Adama a raison de pousser, et je l'invite même à se radicaliser un peu plus, parce que de toute façon, là maintenant, ils se sont engagés dans un rapport de force, et c'est pas maintenant qu'il faut reculer. Et donc on peut pas. On voit bien en fait que la mauvaise foi est tellement flagrante et hontée qu'on ne peut plus en fait se dire l'État va dire ou va reconnaître. Non, il va falloir obliger l'État via tous les moyens légaux à disposition ici en France et ailleurs à l'étranger. Mais par contre, et j'invite, et là je le dis sur la radio, il va falloir travailler en coalition, parce que le cas Adama est représentatif d'une violence structurelle qui cible aujourd'hui, enfin qui a ciblé Adama comme elle a ciblé Yamin Dieng, comment s'appelle, Amime Tounsi, Babacar Gueye et j'en passe. Donc maintenant, ce rapport de force ne sera en fait viable et durable que s'il y a un travail de coalition qui s'installe. Et encore une fois, moi sincèrement, je le dis de manière très froide, l'État ne reculera pas aujourd'hui. Il ne sera que contraint de reconnaître la vérité. Et malheureusement, je pense que c'est un combat qui va durer plusieurs années. Ouais. Alors, justement, tiens Nassim, avant de recueillir l'avis d'Anissa aussi sur cette affaire, le fait qu'il y ait effectivement beaucoup de cas recensés de morts dus à des interpellations policières, à des contrôles aux faciès pour la plupart. Il y a des comités qui se créent à chaque fois, des comités qui se font la guerre clairement aujourd'hui. Comment peut-on espérer se faire entendre ou demander justice quand on est soi-même divisé ? Merci pour cette question, Christophe. Donc, je t'en prie. Je t'en prie. Donc après, alors c'est vrai que quand je la pose au comité concerné, ils me disent ben nous on refuse pas de travailler avec les autres. Non, c'est vrai. Sauf que chacun se renvoie la balle et que personne veut travailler avec personne. Non mais t'as raison, Christophe, de poser cette question. Et c'est un peu le même problème d'ailleurs pour plein de sujets dans cette communauté. C'est difficile de répondre, puisque moi, à titre personnel, j'appartiens pas forcément à l'un des comités en question, donc je suis pas forcément au fait de tout, ou n'est que des versions partielles. Donc après, ça pourrait être pris comme un parti pris justement, mais en tout cas, effectivement, ce que moi j'en comprends, c'est qu'il y a des divergences de stratégie parfois, parce que c'est pas des divergences sur le fond. Il y a que ces familles de victimes ont subi les mêmes. C'est même plus un préjudice. Préjudice, c'est un mot trop petit. Enfin, ont subi la même souffrance ou vivent la même chose actuellement. C'est souvent sur la stratégie à adopter. Et c'est vrai que par exemple pour le comité Adama,
On se souvient, pour ceux qui étaient là dès le début, et une des premières mobilisations sur Paris à Gare du Nord, où la position qu'ils ont aujourd'hui est légèrement quand même différente de celle qu'ils avaient au départ. Et celle qu'ils avaient au départ était celle de réclamer justice et de croire en la justice, de croire dans les institutions françaises, etc. Alors qu'il y avait d'autres collectifs ou comités qui s'étaient montés auparavant et qui étaient déjà passés par là, qui sont rentrés dans une radicalité. Et donc là, le mot est absolument pas péjoratif, c'est simplement le fait d'avoir une croyance profonde et de ne pas vouloir se détacher de ce qu'on réclame. Alors on veut la justice, point, et on n'en bougera pas. Ouais. C'est dans ce sens-là que j'utilise ce mot radicalité. Je préfère le préciser parce que maintenant des fois c'est pas ainsi que tu sois contredit, mon cher. Voilà, mais les auditeurs, pour pas qu'il y ait de confusion. Donc ces collectifs qui s'étaient déjà engagés dans cette voie savaient que malheureusement ça ne servait à rien de réclamer cela. Bon. L'expérience des uns ont permis aux autres de ne pas faire des erreurs et ainsi de suite. Et on voit bien quand même qu'il y a une certaine convergence. Ça travaille pas ensemble. Oui, on dit que souvent l'union fait la force, non, je sais pas. Tout comme toi et comme d'autres personnes, je pense autour de cette table. Comment ça? On appelle, non mais j'aimerais bien tout le monde, avec tous ceux qui veulent travailler avec moi. Tout comme toi et certains autour de cette table. Ouais. J'appelle aussi à travailler ensemble, bien évidemment, bien sûr, et à faire en sorte d'être plus fort. On a vu que le cas, parce que le cas d'Amine Bentounsi, donc le frère d'Amal Bentounsi, qui est fondatrice du collectif Urgence Notre Police Assassine que j'ai cité, et a été aussi pendant un long moment, donc il a été tué d'une balle dans le dos par un policier en 2012 à Noisy-le-Sec. Noisy-le-Sec, ouais. Et ça a été pendant longtemps justement l'une des figures aussi de ce crime policier, et systématiquement Amal parlait des autres cas, en tout cas des interviews que j'ai pu entendre parler des autres cas, des autres cas similaires qui ont été aussi d'ailleurs cités par Yasser juste avant moi. Donc voilà, et Assa essaye aussi d'en faire autant. Après, c'est très difficile de répondre à cette question parce que je pense que les personnes en question sont partagées entre non, mais c'est un constat que je fais. Non, mais c'est un constat partagé. En même titre que je le fais d'ailleurs sur d'autres sujets, l'islamophobie par exemple, sur plein de trucs. Voilà, chacun essaie de tirer sa corde à soi, et c'est dommage parce que l'union fait la force, et que je pense, chère Anissa, en tant qu'avocate, là, tu remets ta robe, s'il te plaît, pour nous dire et nous expliquer ce que pourrait peut-être apporter comme élément positif le fait de s'unir. Parce qu'au fait, ils ont tous ce point commun que d'avoir perdu un proche dû à une interpellation policière, à une violence policière, meurtre, assassinat. On peut parler ainsi. Anissa, aujourd'hui, l'union fait la force. Mais tant que effectivement ces collectifs joueront de manière isolée, ils ont parié sur notre division, disait Kerry James. Il avait raison. Ah, moi je suis d'accord, moi j'ai toujours pensé qu'en effet l'union faisait la force. Après je connais pas franchement les raisons des divergences des uns et des autres. Et je condamne personne et j'incrimine personne, non, attention. Bien sûr, on l'a compris. Voilà, je constate juste. On l'a compris, mais c'est vrai qu'il vaut mieux apparaître soudé et avoir un discours, je dirais, rassembleur, fédérateur, plutôt que laisser apparaître des tensions au sein d'une seule et même cause qui vise visiblement à condamner les violences policières. Voilà, donc oui en effet... Oui. Non, si je peux juste ajouter quelque chose et donner un exemple concret de rassemblement justement des forces. Yasser a fait partie du combat, on était ensemble, donc au sein du collectif le Stop le contrôle aux faciès, où justement les plaintes de 15 plaignants ont pu aboutir. Ça a permis de rassembler tout un tas de cas similaires. On a assisté à des choses, mais vraiment... ça en devenait drôle tellement les avocats justement de la police, de l'État, enfin qui représentent en tout cas les institutions, avaient des arguments qui étaient à côté de la plaque, jusqu'à justifier les contrôles aux faciès qui sont illégaux, rappelons-le quand même, jusqu'à justifier les contrôles aux faciès par la volonté de chercher des personnes en situation irrégulière, mais qui ne visaient que les Noirs et les Arabes. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a pas d'immigration d'ailleurs, il y a pas, c'était, mais en tout cas, cette plainte a abouti et a permis cette condamnation historique que l'on a vécue d'ailleurs en 2016, cette condamnation historique de l'État français pour faute lourde. Et donc, bien évidemment qu'on appelle de nos voeux tous et toutes, et on essaye, nous, je pense, individuellement d'être présents à tous les rassemblements de tous les comités, mais c'est vrai que ça se multiplie et on perd beaucoup d'énergie. Après, c'est facile à dire, peut-être plus difficile à mettre en œuvre. C'est ça. La solidarité...
Oui. La solidarité, Je mais t'en prie, aussi Anissa. la persévérance. Oui. On a un cas d'espèce qui rappelle un peu d'ailleurs le cas Adama, où une expertise avait été réalisée sur le corps d'Ali Ziri, ce vieil homme qui est tombé dans le coma à la suite d'une interpellation et qui est décédé quelques jours après. Une expertise avait été réalisée donc dans le cadre de l'enquête, de l'instruction, et elle avait conclu finalement à une insuffisance cardiaque. Et l'on sait que la France depuis a été condamnée justement par les instances européennes parce que visiblement une responsabilité de l'État a pu être mise en place, je veux dire mise en exergue dans le cadre de la mort de ce retraité. Donc la solidarité, mais aussi la persévérance. Je pense qu'il faut en effet ne pas lâcher l'affaire. Il faut que le comité Adama ne lâche pas l'affaire, sollicite éventuellement une contre-expertise. Oui, voilà, tout à fait. Ils font très bien le boulot. Regardez, le 21 juillet dernier à Beaumont, ils ont réussi à faire venir beaucoup de monde dans une ville assez éloignée, voilà, de la région parisienne. Ouais, tout à fait. Il y avait d'ailleurs tous les caméras qui étaient là braquées sur cet événement. Alors que je rappelle, on était en pleine affaire Benalla avec les premières révélations, donc les chaînes étaient H24 là-dessus. On a quand même réussi à voir et entendre parler d'Adama Traoré dans les grands médias mainstream, donc j'allais dire, le pari était bien rempli, mais on peut mieux faire. Non, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a en fait la mobilisation de l'opinion publique sur ces questions-là, mais il y a aussi, je pense, le fait qu'il ne faut pas justement lâcher l'affaire, passez-moi l'expression, sur le terrain judiciaire. Il y a toujours des possibilités de solliciter des contre-expertises, d'aller au-delà des frontières nationales. C'est la quatrième expertise là, qui contredit les autres, c'est n'importe quoi. Oui, mais justement, je pense c'est la quatrième. C'est la quatrième, ouais. Quatrième, une contre-expertise peut toujours être sollicitée en effet par la famille. Yasser disait à juste titre que parfois justice pouvait être recherchée en dehors des frontières nationales, et là le cas Ali Ziri le démontre aussi, que parfois c'est au niveau européen que on arrive à faire reconnaître des responsabilités au niveau étatique sur la survenance des morts dans ce type de dossier, dans ce type d'affaires. Alors sur l'Union justement, il y a Kamel qui souhaite intervenir. Salut Kamel. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir aux auditeurs et bonsoir à tes invités bien évidemment. Un sujet récurrent, c'est celui de l'unité. Et je voudrais tout simplement dire, il y a quelques années quand même, il y a maintenant plus, moi je voudrais rendre hommage aux grands frères, notamment ceux du MIB, du mouvement de l'immigration et des banlieues, qui ont mené des combats durant des années, etc., pour voir aujourd'hui se diviser des comités, etc. Moi, je les appelle à s'unir. Et cette union, il faut qu'elle se réalise. Je crois que c'est très important de noter ça. Dans ce domaine-là, je ne vais pas me substituer à ces comités. S'il y a des choses à faire, nous serons à leur côté, bien évidemment. Mais je crois que c'est aussi dans d'autres rapports, celui notamment des consultations. Je faisais part très récemment la consultation qui avait été menée auprès des musulmans, d'autres consultations, etc., etc. Je crois que l'atomisation de notre communauté fera que nous n'arriverons pas à faire peser véritablement. Et je crois, et là il faut dire les choses, parce qu'il y a une espèce de frilosité, une timidité à dire les choses comme elles doivent être dites. Ouais. C'est en étant unis, en étant un lobby, comme il en existe plein au sein de la communauté européenne, au sein de notre pays, que nous pèserons, que nous ayons des horizons et que nous venions d'horizons sociaux différents, etc. Il n'en reste pas moins que nous avons entre nous des dénominateurs communs. Au nom de ces dénominateurs communs, nous devons aller dans le même sens et éviter cette atomisation, cette division. J'appelle à l'union au sein de ce petit mouvement que nous menons. Et alors, je peux vous dire à l'antenne, et je le redis encore une fois, je ne cours avec nos amis auprès d'aucun poste. Nous sommes des entrepreneurs, etc. Mais à un moment, il faut savoir dire les choses comme elles doivent être dites. Nous devons être en guerre contre ces obscurités, ces mouvements obscurs qui font que notre communauté, vous voyez, vous avez les Chagoumi, les ceci, les cela, il faut arrêter avec ça. Il faut vraiment mener le combat et partout où les uns et les autres se retrouvent, finalement se battre de manière véritable. Pardon de te couper, Kamel, mais oui. Ça fait 20 ans que j'entends ce discours. Mais ouais, mais je sais, Christophe, je le sais, et tu le dis, c'est pour ça que je suis toujours... Ça fait 20 ans que j'entends toujours le même refrain et que ça change pas. C'est vrai ce que tu dis, mon cher Christophe, c'est vrai, mais alors ça veut dire quoi? Il faudrait qu'on se taise et qu'on arrête. Bah non, qu'on change un peu les mentalités, qu'on mette à jour le logiciel peut-être un jour. Et bien, qu'on cesse de regarder son nombril.
toi de ton côté en tant qu'animateur, et ça fait des années et des années qu'on t'écoute, et puis nous autres dans la rue, eh bien nous devons et nous sommes toujours là. Tu comprends? Tu es là. Kamel, on va dire les choses clairement. Dans cette communauté, ouais, elle regorge d'opportunistes et de gens qui ne regardent que leur nombril et qui n'ont qu'un seul désir, c'est d'être ou d'avoir le pouvoir. D'accord? Il faut le dire. Ils sont les premiers à aller courir sur les plateaux de télé ou alors à s'habiller en costard pour aller faire le beau devant le ministre de l'Intérieur. Un peu moins pour aller dire ou parler à la communauté pour leur parler des réels problèmes. Si je prends un exemple, et je peux en prendre des centaines comme ça. Donc à un moment, il faut se dire, il faut se prendre par la main et puis peut-être regarder ceux qui sont là depuis longtemps, qui travaillent dans l'ombre et qui sont un peu trop, à mon sens, mis de côté. Alors que c'est avec ces gens-là qu'il faut faire. Il y a des gens qui travaillent, il y en a qui travaillent dans le silence et d'autres qui s'affichent et qui veulent faire juste les beaux, c'est tout. Oui, non, mais tu as tout à fait. Je vais terminer là-dessus parce que c'est très important. Cette histoire d'unité, et c'est vrai que tu ne cesses d'en parler. Tu ne cesses d'en parler et on doit le reconnaître. La radio, vous faites le job, ok? Mais d'un autre côté, il faut aussi dire les choses comme elles sont. Arrêtez, créons ce lobby, soyons pertinents, allons d'avant et pointons ceux qui sont devenus ou sont les chaouches de cette communauté. Vous savez, nos parents se sont battus durant la guerre d'Algérie. Il y avait d'un côté les résistants et d'autre côté les harkis. Il faut reconnaître les siens, pointe à la ligne. Merci Amen. beaucoup. Pour finir, merci beaucoup. Je vais juste reprendre, sans citer de nom, parce que voilà, on n'est pas là pour donner des noms qui pourraient peut-être un peu les gêner, mais j'ai un ami qui travaille dans une mosquée. Il est imam. Il me dit, le problème qu'il y a, c'est que dans mon département, le seul endroit où je rencontre les imams avec qui je suis censé travailler, c'est à la préfecture. Est-ce que c'est normal? Voilà, je vous pose la question, moi. Est-ce que c'est normal qu'un imam aujourd'hui qui souhaite travailler avec d'autres imams dans le même département pour peut-être entrevoir des projets, pour parler, apprendre à se connaître et peut-être développer un discours, enfin je ne sais pas, il se rencontre où? À la préfecture. Bon, bah voilà, tout est dit, je pense, quand je dis ça. Je sais pas si un de vous trois souhaite réagir là-dessus, mais à un moment, quand on parle d'unité, il faut quand même dire la vérité aux gens. La vérité aux gens, c'est que ceux qu'on voit en haut de l'affiche aujourd'hui n'en veulent pas d'unité. Après, ils veulent briller simplement. Ce que moi j'ai pu constater sur cette question, parce qu'effectivement c'est des débats qui traversent les générations, comme tu le disais tout à l'heure, Christophe. Ouais. Et enfin, non mais ça m'agace, moi d'entendre toujours les mêmes choses. Oui, depuis 20 ans, c'est le même cirque. Je vois bien que ça t'agace. Et j'imagine que personne se sent insulté quand. Non, mais non. Enfin, j'espère que personne ne doit se sentir insulté. Quand on dit ça, mais c'est vrai que c'est les personnes concernées. C'est des débats qui traversent les générations. Après, un constat que j'ai pu faire, qui doit certainement être partagé, c'est que quand on regarde, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais, c'est que quand on regarde aujourd'hui tout ce qu'on appelle lobby ou tout ce qu'on appelle représentation au niveau national, on regarde que c'est quand même un groupement de personnes assez restreint, assez réduit, qui représente une énorme masse, où la question de la démocratie participative ou la question de la représentativité n'est pas forcément à l'ordre du jour. On peut prendre le CRIF comme exemple, mais il n'y a pas que le CRIF, hein, il y a d'autres mouvements, et où finalement personne n'a grand intérêt à ce que les uns et les autres soient réellement représentés. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que quand tu dis que on voit ces gens-là qu'à la préfecture, dans l'exemple dans l'exemple que tu donnes, c'est-à-dire que tu as l'État d'un côté où tu as encore une fois une poignée de personnes, alors mais vraiment c'est une poignée de personnes, c'est pas beaucoup de personnes en France, je veux dire. T'as les députés d'un côté, les sénateurs, etc., qui souhaitent maintenir un système donné pour maintenir aussi des privilèges. T'as au sein des communautés de représentation religieuse, c'est un peu la même chose. Je veux dire, Chalgoumi, s'il continue, c'est parce qu'il a eu ses papiers, qu'il est content d'avoir eu ses papiers, de pouvoir être sur le territoire français. Est-ce que c'est Chalgoumi le plus dangereux? Non, absolument pas. Parce que Chalgoumi, je pense pas, hein. Pour moi, c'est un pitre qui en plus n'a pas la maîtrise n'a pas la maîtrise ni du contexte ni ni de rien du tout d'ailleurs. Ceux qui te sortent des beaux discours et qui font tout le contraire. Voilà, donc après. Il faut se méfier. Après voilà, je te rejoins. Sans avoir des noms, Christophe. Ne compte pas sur moi pour donner. Juste pour finir, certainement pas. Juste pour finir, Christophe, c'est que on constate que dans ces groupements de personnes, ces lobbies, etc., c'est quand même des groupes de personnes qui sont réduits. Et quand on parle des musulmans en France, on sait pas trop ce que ça signifie. Exact. C'est comme les jeunes, hein, d'ailleurs, c'est un petit peu ça. C'est pas trop ce que ça signifie. On n'est pas en capacité de quantifier pour X raisons aussi le fait. On n'est pas en capacité de quantifier le nombre de musulmans. C'est-à-dire que je pense qu'il ne sera jamais possible
cible en France, parce que le nombre de musulmans va croître en France, c'est démographique, c'est logique. 10 millions nous a affirmé ici le président du CFCM. Hein. Peut-être, Ah oui. Je sais pas d'où tient ces chiffres, Je sais pas. mais que ce soit 10 millions, ou que ce quelque part, soit, ou que ce soit autre chose, pardon, il est difficile d'avoir une représentativité exacte. Donc faut juste accepter qu'il y ait différents courants, différentes de pensée, pas forcément qu'idéologique, c'est pas ce que je veux dire, hein. Je suis pas dans une thématique théologique dans cette question-là, une question politique plutôt. Voilà. Bon, faut qu'on enchaîne, et j'allais dire que finalement mon petit coup de gueule là introduit parfaitement ce qui arrive dans un instant, à savoir l'avis tranché de notre ami Yasser Louati, puisqu'on va parler de la lutte contre la radicalisation et lutte contre les musulmans. Yasser Louati, avis tranché à suivre. Il est prêt, ça y est, il est fini? Oh, il est jamais prêt, hein. Non mais ça y est, faut y aller au bout d'un moment, Yasser. Ça fait 2 heures que t'es dessus là. Hein, on y va dans un instant. À suivre, bien sûr, en direct sur la page Facebook de l'émission, Christophe le Grand Forum, pour voir le beau Yasser. Il est beau gosse, Yasser. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, le Grand Forum, avec Anissa Rigui, avec Yasser Louati et Nassim Lachlache qui sont avec nous, et ce jusque 18h sur France Maghreb 2. L'émission Le Grand Forum, c'est l'émission où l'on dit tout bas ce que pense tout le monde, hein, tout haut en l'occurrence. On dit tout haut ce que pense tout le monde tout bas. Enfin, je remets les choses dans l'ordre. Aidez-moi les gars, là, je suis en train de paniquer là. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, on dit quoi? On dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Merci. Voilà. Comme quoi, des fois, on se retrouve dans la galère pour rien. Bon, 01 40 33 9000, vous allez pouvoir nous appeler dans un instant, après avoir écouté l'avis tranché de notre ami Yasser Louati. C'est parti, jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Lutte contre la radicalisation, lutte contre les musulmans. Cher Yasser, tu t'appuies sur un rapport accablant. Pour commencer, c'est une question dont la réponse sera certainement dans le document que je présente. Donc c'est une étude publiée par Sciences Po, mais d'abord, qui a oublié l'état d'urgence et la lutte contre la radicalisation? Certainement pas ceux qu'on appelle les musulmans. Amnesty International, Human Rights Watch, l'ONU, le défenseur des droits Jacques Toubon ou encore la CNCDH avaient fustigé les politiques discriminatoires de l'état d'urgence et plus globalement ce qu'on appelle la lutte contre la radicalisation. Pour commencer, qu'est-ce que la radicalisation? À vrai dire, pas grand-chose, si ce n'est tout ce qui touche de près ou de loin à ceux qu'on appelle les musulmans. Ouvrez les guillemets, islam radical, mosquée radicale, musulmans radicaux, etc. Pour reprendre les termes d'une mission d'information du Sénat, ouvrez les guillemets, la radicalisation est une notion ambiguë, née sous la pression des événements. Fin de citation. Et donc, au nom de cette notion ambiguë, des lois d'exception sont passées, le débat public s'est enflammé et s'est polarisé pour jeter en pâture ce qu'on appelle les musulmans, pour en faire, je cite, l'ennemi intérieur. Par contre, l'ambiguïté de cette notion de radicalisation est très délimitée et encadrée pour alimenter une suspicion ciblée et centrée sur ceux qu'on appelle les musulmans qui refusent de faire allégeance à la suprématie blanche, qui s'engagent dans la vie associative, qui s'engagent en politique, qui osent porter un discours religieux émancipateur, qui osent porter un foulard, soutiennent la cause palestinienne ou tout simplement toute personne de confession musulmane, réelle ou supposée, qui ose dire non. Mais lorsqu'on est blanc et qu'on organise des camps d'entraînement en France réservés aux blancs, ce n'est pas de la radicalisation. Vous vous souviendrez que, subtilité de langage, on a préféré parler de l'ultra-droite et non pas de radicalisation lorsqu'il s'est agi d'individus organisés militairement pour assassiner des musulmans ou lorsque les réseaux d'extrême droite envoient toujours des volontaires s'entraîner au maniement des armes et des explosifs en Ukraine. Cette notion, encore une fois ambiguë, de radicalisation ne s'applique pas non plus à des synagogues qui accueillent les cadres de l'armée d'occupation israélienne venus recruter des jeunes Français pour les envoyer commettre des crimes de guerre dans les territoires palestiniens. Pour ceux qui se posent encore la question, la lutte contre la radicalisation est-elle une lutte ciblant les musulmans? Eh bien, une étude de Sciences Po vient de sortir avant-hier, sous la direction de Francesco Ragazzi, professeur de relations internationales à l'université de Leiden, accompagné entre autres de Sarah Perret. Alors, voici ce que démontre l'étude. Malheureusement, les musulmans se sentent discriminés dans tous les domaines couverts par l'enquête: santé, école, logement, police, emploi, vie quotidienne. Et cela d'une façon bien plus importante que les non-musulmans.
2,2 fois plus lors d'une recherche de logement, 3,2 fois plus à l'école, 5,3 fois plus lors de d'interaction avec la police. Ces chiffres sont à superposer, bien sûr, aux plus de 4500 perquisitions qui ont, dans leur majeure partie, ciblé ceux qu'on appelle les musulmans dans leur domicile, leur commerce et leur lieu de culte. Encore une fois, environ 1 musulman sur 3 dit éviter de dire ce qu'il ou elle pense sur les sujets controversés en lien avec la politique étrangère, 30,6%, ou la société, 30,5%. Au pays de Voltaire, là où Éric Zemmour ou Yvan Rioufol peuvent parler de guerre civile contre les musulmans sans sourciller ou être inquiétés, il existe donc un phénomène d'autocensure diffus accentué chez ceux qu'on appelle les musulmans. Plus d'un tiers de ces mêmes musulmans, 38,5%, déclarent ne plus lire ou regarder certains médias à cause de leur façon d'aborder l'islam. Coucou BFM. Cela concerne en particulier les jeunes, 42%, et ce chiffre augmente encore, 43,7%, lorsqu'il s'agit du traitement médiatique des questions liées au terrorisme. Environ un quart des répondants, 26%, déclarent faire attention à ce qu'il ou elle dit aux éducateurs, aux travailleurs sociaux pour ne pas être discriminés. Ce chiffre est inférieur pour ce qui est des médecins et infirmières. Dieu merci. Plus de 41,7% des musulmans entre 45 et 64 ans déclarent demander à leurs enfants de faire attention à ce qu'ils disent à l'école pour éviter d'être discriminés. L'antiterrorisme a donc un impact important sur les associations caritatives musulmanes, car près d'un tiers de ceux qu'on appelle les musulmans, 37,7%, dit réfléchir à 2 fois avant de faire un don à un organisme de bienfaisance. Malgré ce racisme d'un État qui vise délibérément les personnes en raison de leur appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane, ceux qu'on appelle les musulmans ont dans leur ensemble, comme le disait déjà une enquête de l'Agence fondamentale des droits fondamentaux, de l'Agence européenne des droits fondamentaux, ils disent avoir confiance dans les institutions de l'État. Par contre, les politiques, les médias et la police, eux, font preuve d'un manque, plutôt ils font preuve d'un ressenti, ou plutôt ils représentent le sentiment négatif vis-à-vis des institutions, et donc sont les 3 secteurs vis-à-vis desquels ceux qu'on appelle les musulmans n'ont pas confiance. Bizarre, non ? L'enquête montre encore une fois que ceux qu'on appelle les musulmans ne se distinguent pas du reste de la population lorsqu'il s'agit d'évaluer la lutte contre le terrorisme. Ils la jugent donc inefficace et sans effet sur leur sentiment de sécurité. Mais malheureusement, et pour reprendre l'expression de Francesco Ragazzi durant la présentation du rapport à Sciences Po, j'ouvre les guillemets, la situation est déprimante pour les organisations de défense des libertés civiles. Pourquoi ? Près de 80% de ceux qu'on appelle les musulmans disent ne pas avoir changé leurs habitudes pour protéger leur vie privée en ligne, malgré le passage de la loi surveillance en 2015 qui permet à l'État de surveiller au moment où je vous parle nos communications téléphoniques, nos publications sur les réseaux sociaux, nos mails, les sites que nous visitons, etc. Et donc, la lutte contre le terrorisme n'est donc pas une lutte contre le terrorisme, vu que ce dernier n'a pas de définition établie. Mais c'est plutôt une série de lois d'exception passées sur le dos de ceux qu'on appelle les musulmans. Je rappelle encore une fois que ceux qu'on appelle les musulmans sont de loin, de très loin, les premières victimes du terrorisme international, qui est lui-même le fruit empoisonné des différentes interventions militaires de la France, du Royaume-Uni ou des États-Unis. Mais le terrorisme ne devient une question urgente à traiter que lorsqu'il touche les capitales occidentales. Question urgente? Pas tout à fait. Les gouvernements de ce pays n'ont aucune envie d'éradiquer le phénomène car, comme l'admettait Tony Blair il y a quelques années, le terrorisme, c'est le prix à payer pour être une superpuissance. Donc, je reprends pour terminer la citation de Noam Chomsky, l'Occident ne posera jamais la question du pourquoi le terrorisme a lieu, parce que si on pose la question du pourquoi, les puissances occidentales devront d'abord regarder dans le miroir. Merci Yasser Louati pour cet avis tranché et pour cette présentation de ce rapport qui certes était assez accablant. J'en profite d'ailleurs puisque tu parlais de Sciences Po, il va se passer quelque chose de particulier à Sciences Po le 15 octobre, Yasser ? Oui, le 15 octobre, donc le CJL que j'ai cofondé, le Comité Justice et Liberté pour tous. Pour tous. Important. J'insiste. Donc organisera un colloque le 15 octobre à Sciences Po justement pour évaluer la guerre contre le terrorisme et on recevra justement avec tous les honneurs
Nisha Kapoor de l'université de York, qui présentera son livre sur l'extrémisme d'État, déporté, privés de droits et extradés, ceux qu'on appelle les personnes de confession musulmane, c'est-à-dire elle fait le bilan de 17 années de lutte contre le terrorisme, entre guillemets, et les mesures d'exception comme Guantanamo, le programme d'enlèvement à travers l'Europe, et donc elle viendra présenter ses études. En même temps, elle débattra avec la salle et avec différents professeurs de Sciences Po. Très bien, rendez-vous donc le 15 octobre. Nassim, petite réaction sur ce rapport avec ces chiffres accablants de Yasser Louati, et vos appels aussi au 01 40 33 9000. Et on a aussi un invité pour illustrer finalement ton avis tranché, mon cher ami Yasser, que tu vas nous présenter dans un instant. Nassim ? Oui, bah écoute, moi j'ai appris un certain nombre de choses déjà, donc je trouve que c'est très intéressant, ça donne envie d'aller creuser un petit peu, parce que je pense que Yasser n'a pas le temps dans un avis tranché de développer à ce point-là. Après énormément de choses, c'est intéressant. J'ai apprécié le passage sur la question de la radicalité et du fait que la définition en fait était assez floue. Je sais pas comment c'était formulé au début de l'avis tranché. Notion ambiguë adoptée sous la pression des événements. C'est extrêmement intéressant parce que je fais le lien avec mon quotidien, et en fait donc dans le cadre de mon mandat d'élu, la préfecture nous demande justement. Il est élu, Nassim Machache, rappelons-le. Oui. Ah, je savais pas. Ah, si, il est élu. Ah, le cachotier. Non mais. Non, ils s'en cachent pas. C'est pas le plus important. Il s'occupe de la politique de la ville à Fontenay-sous-Bois. Voilà. Et de la réussite éducative. Voilà. Donc, dans le cadre de la politique de la ville, justement, les préfectures nous demandent de mettre en place un plan de lutte contre la radicalisation. C'est comme ça qu'il est cité. Et donc, à titre personnel, je me suis refusé, bien évidemment, de mettre en place un plan de lutte contre la radicalisation, parce que ça ne signifiait rien. Donc, c'est pour ça que je trouve ça très intéressant. Ça ne signifiait rien, et quand j'ai présenté ça à mes collègues élus, qui sont communistes et verts pour la plupart, c'est vrai que ils se sont dit, bon, radicalité, ça peut aussi vouloir dire Greenpeace, quoi, par exemple, pour les Verts. Et comment Ou vegan. Ou vegan, oui, voilà. Donc, comment condamner, par exemple, un groupe comme Greenpeace qui a des actions, effectivement, coup de poing et qui peuvent être considérées comme radicales, alors qu'elles sont, on peut considérer dans le même temps qu'elles sont indispensables et nécessaires, et mettre ça sur le même plan avec quelqu'un qui pourrait avoir une radicalité extrême sur une idée ou une pensée et souhaiter l'imposer à d'autres. Donc voilà, donc il y avait toute cette difficulté. C'est juste pour contribuer au débat et dire que nous on a trouvé, enfin on pense avoir trouvé une solution. On verra si elle est bonne, mais en tout cas on a tranché en enlevant complètement le mot radicalité et en se reposant sur la lutte contre l'isolement social et les dérives sectaires qui on a estimé, en tout cas politiquement et socialement, etc., qui renvoyait un message qui était totalement différent, y compris au niveau de la sémantique, puisque voilà, si on ne voulait pas laisser isolement social seul, puisque ça signifiait que toutes les sources étaient là, mais il y a aussi, et ça renvoie à ce que tu disais au tout début, Anissa, quand on parlait justement de Colomb, et au territoire perdu de la République, certes, mais au territoire perdu de l'État-providence, territoire perdu des services publics, etc., etc. Et c'est pas démagogique de le dire, c'est un vrai constat. Et pour rejoindre la conclusion qu'Yasser Louati a fait, le fait de dire, de se poser les questions des sources justement du terrorisme, quand il disait, c'est se regarder, quand il citait la citation, c'est se regarder dans un miroir. Bah là, on est un petit peu là-dedans, et on s'est dit que localement, il fallait regarder aussi ce qui était fait ou pas fait, et réclamer les moyens pour agir. Ce que les politiques ne veulent absolument pas faire. On se souviendra quand même de la réplique de Valls, par exemple, qui disait en gros pas de culture de l'excuse, donc pas de culture de questionnement et pas de culture justement de tout à fait. C'est-à-dire qu'expliquer c'était excuser. Si je me rappelle bien du terme qu'avait utilisé Valls, expliquer c'était excuser, alors même qu'on avait été frappé par les attentats alors les attentats, c'est vrai que il y a eu l'attentat Charlie Hebdo, qui est une chose, et il y a aussi eu le Bataclan. Ça a pas touché de la même manière l'entièreté de la population, parce que c'est un attentat ciblé pour le premier, et c'était un attentat à l'aveugle et qui visait l'intégralité des personnes qui étaient présentes pour le second. Ouais. Et donc c'est vrai que ça a amené énormément de questions. Pourquoi des Français ou des Belges, enfin des natifs en tout cas de ces pays-là, on arrive à une telle violence, et on arrive jusqu'à vouloir tuer leurs compatriotes, et donc on avait besoin, et je pense qu'on a toujours besoin, même si on a aujourd'hui trouvé un certain nombre de réponses, et des sociologues et autres ont réfléchi à ces questions-là, mais oui, effectivement, Manuel Valls qui voulait complètement fermer la porte, mais c'est aussi celui qui dit que de toute façon l'antisionisme c'est de l'antisémitisme, donc à partir de là c'est binaire et on peut pas discuter. Alors, Yasser Louati, tu nous présentes ton invité qui est avec nous aujourd'hui, qui va faire écho, j'allais dire,
à ce qui s'est dit dans ton avis tranché. Alors il va le faire lui-même, il est juste à côté. Younes, bonsoir. Bonsoir Christophe. Bienvenue sur Bonsoir France l'équipe. Maghreb 2, dans l'émission Le Grand Forum. Alors Younes, ton parcours est un peu atypique là pour le coup, très particulier. Raconte-nous un petit peu ton histoire brièvement, parce qu'il y a beaucoup de détails dans cette affaire, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Où en es-tu? C'est ce qu'on veut savoir. Donc pour ma part, j'ai été l'une des personnes assignées à résidence et perquisitionnée après les événements de 2015, donc de novembre de 2015, c'est-à-dire le Bataclan. On m'a assigné à résidence à tort. Donc suite à ça, j'ai été obligé de signer 4 fois par jour et de pas pouvoir travailler, et donc ça a engendré des problématiques dans ma vie personnelle, sur mes problèmes de santé, vu que on m'interdisait de pouvoir aller même faire mes soins hors de la ville, et sur ma vie de tous les jours. Mais sur la base de quoi ils t'ont assigné à résidence? Quel reproche ils te font? En disant que je souhaitais rejoindre les rangs en Syrie. Je ne sais pas sur quoi ils se sont basés, et d'autres accusations assez farfelues où je fréquentais comment dire, 5 fois par jour, je fréquentais en fait la mosquée de Noisy-le-Sec, alors que pas du tout, et que mon lieu d'habitation il est à plus d'1h30 de cette ville-là en question. Donc et de nombreuses différentes accusations. Et pourquoi à tort? Parce que tu disais, ils m'ont accusé à tort, mais qu'est-ce qui, la question c'est, pourquoi à tort? Qu'est-ce que... À tort parce que en fait je suis innocent, et que ils se trompaient sur ma date de naissance, mon lieu de naissance, ce que j'ai expliqué depuis le début, et malheureusement ni les 36 quais des Orfèvres ni la police n'a voulu écouter mon innocence, et que j'avais rien à voir. D'ailleurs, quand ils ont fait la perquisition chez moi, ils ont rien trouvé de particulier, hormis avoir terrorisé une mère âgée, et moi j'étais dans la compréhension, j'ai essayé d'expliquer cette situation-là, et malheureusement jusqu'à maintenant je suis prisonnier en fait de ces accusations-là, vu que j'avais porté plainte contre Bernard Cazeneuve pour diffamation, ainsi que le ministère de l'Intérieur, parce que eux avaient des notes blanches mais n'ont pas été capables de pouvoir me répondre au niveau de ces notes blanches-là. Pour autant, moi je ramenais des preuves que face à ce type d'accusation qu'on a pu me donner, que j'étais innocent. Et jusqu'à maintenant, je suis toujours dans cette situation-là, entre guillemets. J'ai passé 3 mois et 20 jours. Tu as signé à résidence? Non, pas du tout. Ouais. La preuve, tu serais pas là. Oui, voilà. T'as fait un recours devant le tribunal administratif. Non, tu parlais de diffamation, mais c'est devant... En fait, c'est passé jusqu'en cassation, et en fin de compte, ils ont mis la plainte sans suite. Ils ont dit qu'ils recevaient pas la plainte. Pour la cassation. Mais alors, qu'est-ce qui a permis justement que que ton assignation à résidence soit levée? En fait, si vous voulez, pour fin mois de février, la plupart des assignés, en fait, on a soulevé leur assignation. On était un groupe d'assignés. D'ailleurs, on avait témoigné à ce moment-là dans l'émission de Christophe. Et en fait, la plupart des assignés ont été libérés pour la plupart, en tout cas, au mois de février, fin de mois de février, après 3 mois et 20 jours, on a soulevé les assignations les unes après les autres. Mais pour autant, chacun est toujours dans la même problématique, c'est-à-dire qu'on nous a accusés à tort et à travers, et qu'ils ont été assignés. En totalité, on doit être dans les 350. Et vous avez monté un collectif, non? Pas du tout. En fin de compte, on souhaitait monter un collectif, et malheureusement, on s'est dissous. On s'est dissous très rapidement après l'assignation. Dissous ou bien essoufflé? Essoufflé et dissous à la fois. Mais j'ai pas très bien compris, excusez-moi, j'ai pas très bien compris en fait. Donc là, tu me dis vous nous dites en février, vous avez soulevé les assignations, c'est-à-dire vous avez fait un recours devant le tribunal? Non, pas du tout, c'est l'État qui a soulevé les assignations. Ah d'accord, ok. Donc en fait, elle a levé les assignations sans aucune action judiciaire ou quoi que ce soit. Voilà, effectivement. D'accord. Dommages d'intérêt pour ça? Non, pas du tout. Rien du tout. Pour ma part, j'ai perdu un emploi, j'avais la possibilité j'allais signer un CDI, et malheureusement, j'ai perdu toutes les occasions de pouvoir travailler. Oui, alors justement, peut-être une dernière petite chose, Younes, aujourd'hui concrètement t'en es où, et qu'est-ce que tu as peut-être à nous dire pour t'aider, si toutefois on peut t'aider? Pour ma part, moi je suis toujours dans la procédure de pouvoir récupérer mes droits,
et mon honneur, parce que on m'a humilié face à ma famille, face dans ma ville. Donc malheureusement aujourd'hui je suis dans la situation où je me bats et je suis essoufflé aussi parce que malheureusement je dois reprendre aussi ma vie normale. Concrètement, qu'est-ce que tu demandes à l'État? Je demande à l'État malheureusement, c'est qu'aujourd'hui on nous a accusés à tort, on nous a humiliés. C'est pas sur un moment en fait, c'est sur toute une vie. Moi pour ma part, pour être un peu, je sais pas comment le dire, mais j'ai toujours dit la pire accusation c'est d'être un violeur. Et en fin de compte, je me suis retrouvé dans une accusation qui était encore pire que être un violeur, c'est être un terroriste. Parce qu'en fin de compte, il y a plus personne, tout le monde te connaît, mais plus personne te soutient. Et la plupart, disent, fais attention, si on parle avec toi, on risque d'avoir des problèmes. Donc au moment où j'ai même demandé des témoignages écrits de bonne foi de la personne que j'étais, malheureusement, la plupart m'ont tourné le dos ou me sortaient des excuses assez farfelues. Non mais c'est quand même scandaleux ce que tu dis, parce que ça voudrait dire finalement, d'après ce que tu me dis, de ce que tu dis, c'est-à-dire que soit en effet t'es une personne dangereuse qui justifie l'assignation en résidence, et dans ce cas-là on comprend pas pourquoi en février cette assignation a été levée comme ça, soit il y a une erreur à l'origine, et en effet pendant un an et demi, je sais pas combien de temps ça a duré cette assignation. 3 mois 20 jours. 3 mois et 20 jours. L'État se rend compte de son erreur et lève ça comme ça sans aucune indemnisation, sans aucune reconnaissance, un amendement public. Oui, voilà, un amendement public ou ça. Il y a quand même quelque chose de sérieusement grave dans la situation que tu soulèves là. En fait, pour ma part, moi, la chose la plus marrante, je dirais, c'est que vu que l'État m'a dit que j'étais radical, qu'est-ce qu'ils ont fait pour me déradicaliser ensuite? Parce qu'il n'y a pas eu un suivi. Donc j'aurais bien voulu faire des cours d'hip-hop ou un peu de danse classique ou je ne sais pas, mais quelque chose qui me déradicalise vu que l'État me disait radical. Donc du jour au lendemain, je suis parti pour signer au commissariat et on me dit aujourd'hui c'est votre dernier jour. C'est bon, on a soulevé votre assignation. Mais j'aurais dit depuis 3 mois et 20 jours, depuis le début, je vous dis que je suis non coupable. Et pour autant, ça a été une épreuve assez impressionnante parce que le jour où j'ai posé ma plainte contre Bernard Cazeneuve et le ministère de l'Intérieur, je me suis retrouvé à 28 ans pour ma première garde à vue, à être en garde à vue, pour la première fois de ma vie. Et aussi humiliant soit-il, aussi à la garde à vue, ils m'ont humilié comme il fallait, au point où j'avais froid et que je suis resté toute la nuit et je leur disais que j'ai des problèmes de santé assez lourds. Ils m'ont pas donné ni une couverture ni quelque chose pour me couvrir, donc je suis resté toute la nuit à succomber à cette problématique-là, et à la fin on me dit c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous et c'est réglé. Donc voilà. Dernière question. Non, en fait, je vais plutôt rebondir sur ce que vient de dire Younes. En fait, les groupes terroristes soi-disant combattus par l'État, en fait, leur meilleur VRP, c'est le gouvernement français lui-même, puisque c'est eux qui terrorisent des citoyens apparemment innocents, puisque l'État n'a rien contre eux, et en même temps, on a tous les idéologues à l'étranger qui vont dire voyez ce qu'ils font subir à ceux qui ressemblent aux musulmans. Et ça, c'est vraiment un problème de fond qui se pose. Et là, Bernard Cazeneuve a quitté ses fonctions, il est parti faire autre chose, mais il y a des vies qui ont été détruites et les gens continuent à payer aujourd'hui les frais de ces politiques qu'on savait depuis le départ vouées à l'échec. Donc, à quoi l'état d'urgence a servi, à quoi ont servi les assignations à résidence? Elles ont fait que confirmer ou soutenir la thèse d'un racisme d'État dans cette lutte contre le terrorisme. Et on ne sait pas aussi ce qui reste aussi dans leur dossier, dans les écrits. Exactement, il a pas été blanchi, donc peut-être une fiche S encore actuellement. Je veux dire, c'est des choses qui font que. On est censé être informé quand on a une fiche S. Si je dis pas de bêtises, non? Je ne sais pas. Alissa, à part ceux qui en parlent sur Facebook. Oui, voilà, tu peux apprendre à l'aune, je sais pas, d'un quelconque contrôle. D'un voyage, des choses comme ça. Tu peux être fiché S en fait. Parce que les assignations à résidence ont touché déjà principalement des musulmans, ça tout le monde l'a dit, mais après ça a aussi touché des personnes engagées politiquement, notamment autour de la COP21, etc. Tout à fait, même si c'était à la marge par rapport au reste, mais c'est une réalité, ça veut dire qu'après il y avait aussi une répression politique et donc les fiches S ont aussi été attribuées pour des personnes comme ça qui ont été considérées comme radicales. En tout cas, merci pour ton témoignage. Merci Younes pour ton témoignage et bon courage pour la suite. Merci beaucoup en tout cas et merci Yasser de t'avoir invité, donner la parole bien sûr. Dans un instant, messieurs dames, on termine avec Libertad. Vous allez pouvoir nous appeler au 01 40 33 9000 et il y en a eu beaucoup des sujets qui vous ont certainement fait réagir. À tout de suite.
France Maghreb 2, France Maghreb 2. Il nous reste à peine 3 minutes sur France Maghreb 2 et on a un petit Libertad là en magasin. Juste, je voulais vous donner quelques petites infos. Tiens, vous savez qu'il y a une maison de la discorde à Oujda au Maroc. Est-ce que vous êtes au courant de cette histoire? Et qu'est-ce qu'on y traite dans cette maison? Eh ben, c'est devenu une maison qui menace de s'écrouler, qui est devenue d'ailleurs un rassemblement des toxicos et compagnie. Sauf que cette maison, elle est menacée d'être détruite. L'ordre d'ailleurs a été donné par le maire de Oujda. Sauf que cette maison appartient à une haute personnalité algérienne. Oui, c'est la maison d'Abdelaziz Bouteflika. Ouais. Donc voilà, petite embrouille là. S'il en fallait une de plus d'ailleurs. Je pense qu'il a assez de finances pour redresser les murs. Bah, en tout cas, elle menace toujours de s'écrouler. De s'écrouler, voilà, merci beaucoup. Et il n'y a personne qui vit évidemment depuis très 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 longtemps. Voilà. Bon, j'avais d'autres trucs dans le buzzer, mais on en fera un autre plus tard. On va laisser place à nos auditeurs qui sont là et qui nous attendent et qui nous écoutent et qui ont peut-être des choses à nous dire. Alors bonjour. Oui, d'accord. Ça, c'est d'une intelligence évidemment extraordinaire. 01 40 33 9000. Peut-être Younes, il y a une page Facebook où on peut te suivre, Younes, peut-être, non? Non, pas du tout. Non, faudrait peut-être t'y mettre pour qu'on te suive un petit peu pour ce qui se passe, tu vois. Allô, bonjour. Allô. Bon, je sais pas ce qui se passe avec le standard 01 40 33 9000. Il nous a fait bugger le standard. Donc on va rappeler peut-être mon cher Yasser le 15 octobre à Sciences Po. On aura l'occasion d'ailleurs d'y revenir peut-être. Oui, bien sûr, oui. Hein? Qu'est-ce qui va se passer, Yasser? Le 15 octobre. Le 15 octobre, oui. Ce sera un premier colloque sur la lutte contre le terrorisme à l'échelle européenne et nord-atlantique, plutôt. Avec l'invitation de Nisha Kapoor qui viendra présenter son livre sur justement les politiques islamophobes sous couvert de lutte contre le terrorisme en Grande-Bretagne. Et là, il y aura aussi Malia Bouatia, qui est l'ancienne présidente du premier syndicat étudiant britannique, Francesco Ragazzi, Didier Bigot, la Quadrature du Net qui sera représentée par Félix Tréguer. Il y aura que du beau monde. Allez, Karim, je crois être avec nous. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Karim, il nous appelle d'où, Karim? Oui, j'appelle de Marseille. D'accord, qu'est-ce qui se passe, Karim? C'est juste une précision sur ce que tu venais de dire sur la maison de Bouteflika à Oujda. Ouais. C'est juste pour vous signaler que cette maison elle a été vendue en 1949. Donc elle est plus à la famille Bouteflika. Je sais pas à qui elle est, mais elle est plus à la famille. Ça c'est toi qui le dis, moi j'ai pas les infos, hein, cher ami. Ah ben, mais bon. J'ai les informations et j'ai les Ok, très bien. Merci beaucoup. Voilà. Merci Karim. 01 40 33 9000. C'est drôle, dès qu'on parle de Bouteflika ou du roi, tout de suite ça appelle à croire qu'il a les meilleurs avocats du monde, c'est incroyable. 01 40 33 9000 bien sûr pour Libertad et n'hésitez pas à nous appeler si vous le souhaitez, bien sûr pour participer à Libertad. Tiens, vous savez quoi? Je vais rendre l'antenne à l'heure ce soir parce que j'ai décidé d'être à l'heure maintenant. Merci beaucoup Yasser. Merci Alissa. Merci Nassim. Nassim, tu seras avec nous lundi. On reçoit un invité dans l'entretien du LGF qui est, tu te rappelles? Boléwa Sabourin. Voilà. Boléwa Sabourin qui va nous présenter son livre, La rage de vivre. La rage de vivre, que j'ai pas encore lu d'ailleurs. Voilà, un jeune il a à peine la trentaine, 33 ans il me semble, et qui a un parcours assez particulier, très fort en émotion. Donc je vous invite à écouter. Lundi, 17h pour l'entretien. Et pour nous présenter donc son ouvrage. Merci Yasser, merci Anissa, merci à tous. Merci Christophe. Rendez-vous demain pour la récap entre 16h et 18h. Restez bien à l'écoute de votre radio France Maghreb 2, où je peux le dire tout à fait tranquillement aujourd'hui, ce soir, il est exactement 18h. Et je rends l'antenne donc à l'heure du flash de Marine Garel dans un instant Nabil sur votre radio jusqu'à 20h. Marine, bonsoir. Bonsoir à tous. Emmanuel Macron a loué aujourd'hui les qualités de la 5e République. Il a célébré le 60e anniversaire de la Constitution dans le village du Général de Gaulle, à Colombey-les-Deux-Églises en Haute-Marne. La 5e République qui lui permet d'avancer malgré les péripéties du quotidien comme la démission de Gérard Collomb. 14 enfants nés sans avant-bras en 2007 dans des villages de Loire-Atlantique, de Bretagne et de l'Ain. Les autorités ont rendu tout à l'heure un rapport. Elles reconnaissent simplement un excès de cas en Loire-Atlantique et en Bretagne, mais pas d'anomalie statistique dans l'Ain. Une ours capturée en Slovénie a été relâchée ce matin dans les Pyrénées-Atlantiques par hélicoptère. Malgré les éleveurs anti-ours qui l'ont guetté toute la nuit, bâton de berger à la main organisant des barrages.
Retour à la case prison pour Redouane Faïd, arrêté hier à l'aube à Creil, dans l'Oise. Le braqueur a été incarcéré à la maison centrale de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, l'une des plus sécurisées de France. Redouane Faïd n'est pas un parfait inconnu dans cette prison. Le célèbre détenu a en effet déjà passé quelques journées dans cette maison d'arrêt de haute sécurité en 2016 et en 2017. Le mondial de l'auto a ouvert ses portes aujourd'hui au public au parc des expos de la Porte de Versailles à Paris. 1 500 000 visiteurs sont attendus pendant 10 jours pour cette 120e édition. Un hommage national sera rendu demain au chanteur Charles Aznavour, décédé à l'âge de 94 ans. Il débutera à 10h et il sera ouvert au public. Football, Didier Deschamps a dévoilé sa liste de joueurs. Les Bleus jouent en amical jeudi contre l'Islande, puis le 16 octobre contre l'Allemagne en Ligue des Nations. Il retient pour la première fois le Lyonnais Tanguy Ndombele. Mamadou Sakho fait également son retour dans le groupe. Et puis la deuxième journée de Ligue Europa de football, 3 clubs français en lice. Astana Rennes, la rencontre se joue en ce moment. Bordeaux-Copenhague à 18h55 et Limassol Marseille à 21h. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.